Bonsoir à toutes et tous. Avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter mes meilleurs vœux 2026, une très belle année, qu'elle soit riche en engagement, en découvertes et en moments collectifs comme celui que nous allons partager ce soir. Alors nous nous retrouvons pour la deuxième table ronde de notre cycle consacré à la lutte contre le racisme dans le sport. La première rencontre, en octobre dernier à l'Hôtel de Ville, avait réuni de nombreux acteurs et actrices autour de ces enjeux essentiels. Grégory Doucet, qui nous avait accompagnés lors de cette première étape, ne peut malheureusement pas être présent ce soir parmi nous, mais il tient à réaffirmer son engagement et son soutien à cette démarche. Alors ce soir, nous poursuivons ce travail collectif avec un thème qui résonne profondément avec l'histoire de notre ville, les sportifs et sportives immigrés, racisés, venus d'ailleurs, qui ont façonné le sport lyonnais. Je préviens tout de suite que j'utilise approximativement ces qualificatifs dont la signification subjective ou objective et les usages qui seront évidemment précisés ou critiqués par nos intervenants. Lyon, vous le savez, est une terre de sport, mais aussi une terre de migration, d'accueil. Depuis le tournant du XXe siècle, chaque vague migratoire a laissé son empreinte dans les clubs, les associations, les quartiers, les terrains vagues devenus stades, et jusque dans les grandes équipes qui font aujourd'hui la fierté de notre métropole. Des noms devenus des emblèmes de notre ville, comme Tola Vologe, Fleury Dinalo, Tony Parker, Vikash Dorasso, Karim Benzema, Sonia Bonpastor, Juninho, Selma Bacha, Wendy Renard. Le sport a été un espace de rencontre, de sociabilité, parfois de refuge, souvent un espace de dépassement. Il a permis de maintenir les liens culturels, de créer des solidarités, de se projeter, de réussir, mais aussi de s'intégrer dans une société où le racisme est loin d'être éradiqué. Et pourtant, derrière les exploits, derrière les trajectoires exemplaires, il y a aussi des obstacles, des préjugés, des discriminations, du racisme. Les travaux sur le sport et l'immigration le montrent. Les athlètes venus d'ailleurs sont souvent célébrés avant tout comme des symboles d'intégration au lieu d'être célébrés pour l'exploit, tout en étant confrontés à des regards ambivalents, voire hostiles. Leur histoire est riche, complexe et trop souvent oubliée. Il en est de même pour les sportifs racisés ou venus de l'étranger, à la fois portés au nu et soumis aux discriminations raciales. Ce soir, nous allons surtout évoquer des parcours de grands sportifs. Alors je le dis au masculin tout à fait sciemment, car vous vous en doutez, dans ces époques qui vont de l'entre-deux-guerres à l'après-guerre, en passant par les années 80-90, les sportives sont plus marginales et marginalisées, avec une inégalité d'accès à la pratique sportive. Nous avions eu d'ailleurs l'occasion de revenir sur cette discrimination de l'accès au sport pour les femmes lors d'une table ronde en 2023. Mais nous sillonnerons cette histoire du sport jusqu'à aujourd'hui et ce sera l'occasion de dresser des portraits de sportives lyonnaises, immigrées, racisées ou venues de l'étranger. Alors pour éclairer ces enjeux, nous avons la chance d'être entourés de personnalités remarquables dont les travaux, les parcours et les engagements sont précieux et qui éclairent notre compréhension du monde sportif. J'ai l'immense privilège de compter ce soir parmi nous Sonia Dollinger-Dessert, directrice adjointe des Archives municipales de Lyon, qui nous accueille ce soir aux Archives municipales, dans ce lieu emblématique qui s'inscrit parfaitement dans la thématique de notre table ronde, et dont, chère Sonia, je sais que la connaissance des fonds, des récits lyonnais est essentielle pour comprendre comment ces histoires se sont construites et parfois effacées. Je salue aussi dans la salle Louis Fèvre d'Arcier, qui est le directeur des Archives municipales. Merci beaucoup pour votre présence et votre accueil. Nous avons également le privilège de pouvoir écouter Stanislas Frenkel, historien du sport, maître de conférences à l'Université d'Artois, dont les recherches sur les migrations sportives font référence et permettent de replacer les trajectoires individuelles dans une histoire plus large, plus sociale, politique et culturelle. Je suis tellement reconnaissante à Joanne Gomis d'avoir accepté cette invitation. Joanne, qui est ancienne internationale de basket, aujourd'hui directrice sportive du centre de formation de l'ASVEL féminin, avec sa riche expérience de sportive de haut niveau, mais également de dirigeante, elle pourra porter un regard aussi aiguisé sur cette soirée et puis nous proposer de partager ses conclusions, ce que dit cette histoire sur les réalités contemporaines du sport. Notre quatrième intervenant est Farid Harout, que j'ai l'honneur d'accueillir. Alors Farid, vous êtes journaliste, auteur, réalisateur et écrivain.
Vous documentez depuis des années les récits passionnants de celles et ceux dont les parcours disent quelque chose de notre ville, de ses mémoires sportives et de ses identités multiples. Et enfin, Norma Minacci qui nous honore de sa présence. Norma Minacci, vous êtes chargée de mission à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et vous pourrez apporter un éclairage indispensable sur les héritages coloniaux, les continuités et les ruptures qui traversent les pratiques sportives et les représentations associées au corps racisé. Merci à vous 5 d'être ici. Votre présence donne toute sa force à cette soirée. Et enfin, merci à vous d'être présents parmi nous et à toutes les personnes qui ont rendu cette soirée possible. Car finalement, parler de sport, ce n'est jamais seulement parler de performance, c'est parler de société, de territoire, de mémoire, de justice, de ce que nous voulons transmettre et construire ensemble. Je vous souhaite une très belle table ronde, riche d'enseignements et d'échanges. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Moi aussi, je vais remercier mon directeur qui est dans la salle et grâce à qui on a pu avoir cette salle ce soir et vous remercier d'avoir associé les archives à cette belle réflexion. Alors, je vous avoue que quand on m'a proposé ce sujet d'intervention, je me dis « Ah, chouette, ça c'est un super sujet, c'est intéressant, plein de trucs à dire. » Et après, j'ai regardé ce qu'on avait dans nos fonds et là a commencé le problème. Donc, je vais faire une première intervention qui va parler du sport aux archives de Lyon, dans les archives de Lyon, et vous allez voir d'abord de quoi on parle. J'ai décidé de commencer par vous assommer avec une définition bien austère, mais qui vous montre un petit peu de quoi on parle quand on parle d'archives. Ça, c'est la définition du Code du patrimoine, on ne peut pas faire plus officiel. Donc vous voyez, là, les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données. Donc maintenant, on inclut tout ce qui est numérique, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. Bon, en gros, c'est pas que des vieux papiers tout plein de poussière d'il y a 800 ans, même si c'est super intéressant. Les archives, ça n'a pas de notion de date. Donc, on est en train d'en produire en ce moment même en filmant cette conférence. Donc, on produit des archives. En parlant, on est en train de produire des archives. Et peu importe le lieu de conservation, puisque vous pouvez en avoir chez vous, dans votre association, dans votre club, ou bien sûr, on espère, aux archives de Lyon. Et également, pas de notion de support, c'est-à-dire que les archives, c'est pas forcément du papier ou un fichier numérique, ça peut être un tract, ça peut être de la photo, on va voir un petit peu de différents exemples, ça peut être des objets, une mascotte du loup par exemple, ça peut être un document d'archives si on veut pousser jusque-là. Donc vous voyez, ça vous ouvre déjà un petit peu plus le champ des possibles. L'avantage des archives, c'est que ça parle de tout le monde, puisqu'on est tous au moins 2 fois dans notre vie dans un document d'archives. Bon, la première en général c'est plutôt bien, c'est à la naissance, la deuxième c'est moins bien, et si vous avez fait des tas de choses entre-temps, ben, vous serez dans des tas de documents d'archives. Quand vous remplissez votre déclaration d'impôt, vous faites des archives, c'est pas les plus fun, mais quand vous avez un bon résultat sportif, vous êtes dans la presse, un peu partout. Vous êtes, nous sommes tous, et c'est la bonne nouvelle, des petites archives en puissance. Donc vous voyez, c'est pas lointain, c'est pas austère, les archives, c'est nous tous et nous toutes. Et ce qu'on essaye de faire et de montrer aussi aux archives de Lyon, c'est que les archives, c'est les archives de tous les Lyonnais et de toutes les Lyonnaises. C'est-à-dire peu importe l'origine, peu importe l'ancienneté de la famille à Lyon, ce qu'il faut, c'est que dans les archives de Lyon, on puisse accueillir et rencontrer toutes les histoires et tous les parcours. Donc c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus. C'est pour ça qu'on a montré des grandes collectes parfois spécifiques sur le hip-hop, sur l'immigration, sur les femmes et sur le sport en général, pour que tout le monde se sente ou ait envie de se sentir représenté, faire partie des archives de cette maison commune. Alors, qu'est-ce qu'on a comme compétences aux archives de Lyon? Eh bien, la collecte, le classement, la conservation et la communication au public des archives des services municipaux. Donc le service des sports, aux archives, normalement, sont là ou en voie d'être là, qu'elles soient papier ou numériques. On retrouve donc dans ces archives de nombreux dossiers concernant le sport, mais toujours sous l'angle des archives qui ont été produites par la municipalité et ses services. Donc on a déjà un angle particulier.
Alors, on va commencer par certaines. Vous avez, y compris dans les archives anciennes, des archives qui concernent le sport, puisque notamment on va parler des structures sportives, des équipements sportifs, et vous voyez que certains remontent au XVIIIe siècle avec ce jeu de paume du quartier Saint-Clair par exemple. Donc on peut avoir des traces d'équipements assez anciens. On a un collègue d'ailleurs qui s'appelle Yvan Briel qui fait en ce moment une cartographie des lieux de pratique du sport depuis qu'il en trouve trace jusqu'à aujourd'hui. Donc cette carte en fait s'étoffe sans arrêt. Elle va bientôt être mise en ligne, on vous le fera savoir. Et vous pourrez nous dire, ah ben non, vous avez oublié ça, il manque ça, et on compte sur vous. Donc le service des sports, le service urbanisme, donc avec la construction et l'entretien d'équipements sportifs, quelle que soit l'époque, le lien avec les structures sportives, les dossiers sur les clubs et les associations, l'organisation de manifestations sportives, la gestion des équipements, l'attribution de plages horaires, par exemple, pour les salles municipales, etc. etc. On a aussi des archives de l'Office municipal des sports, à l'époque où il était donc service municipal, avec l'instruction des dossiers de subvention. Vous allez peut-être en voir ici. Donc ça, c'est les rapports avec justement les clubs ou les fédérations. Alors, très intéressant ces dossiers. Vous avez également des affiches avec des compétitions sportives, des cartes fédérales. Donc là, c'est la carte de Tony Bertrand, dont on reparlera tout à l'heure, qui est un personnage majeur pour l'histoire du sport à Lyon. Et puis des dossiers de personnel, puisqu'on a aussi des sportifs qui ont pu être employés par la ville de Lyon, et donc on va retrouver leurs dossiers, mais en tant qu'employés ville de Lyon. Les dossiers des adjointes et des adjoints au sport, quand ils les ont versés, qui permet de voir aussi la politique des élus en faveur du sport, le lien avec le monde sportif, et les dossiers du service communication. Vous voyez un exemple ici qui couvre un petit peu toutes les manifestations sportives organisées par la ville où la ville est représentée. Donc ça, c'est le marathon. Donc voilà, c'est un peu ce que je viens de vous dire en résumé. Donc voilà, par exemple, Office municipal du sport. Alors ce qui est intéressant, c'est moche, hein, on est d'accord, c'est un document qui n'est pas très beau. Par contre, l'intérêt, c'est que vous avez les dirigeants des associations. Donc vous allez voir que parfois, ça va nous aider justement à repérer des sportifs ou des dirigeants de clubs sportifs d'origine étrangère, ce qui nous donne au moins quelques indications dans ces archives. Voilà. Donc ça a l'air austère comme ça, pas très sympa, mais ça donne plein d'indications finalement intéressantes quand on veut bien les regarder. Pareil ici, là vous avez, dans un truc complètement improbable, c'est l'avenue du Général de Gaulle en 63, et donc il vient visiter les équipements sportifs, et on demande à chaque fédération d'envoyer une délégation. Donc là, on a la délégation du handball de l'époque, avec les sportifs qui ont été désignés pour accueillir le Général de Gaulle. Et là aussi, on peut repérer certains noms. Alors, a priori, ce n'est pas fait pour ça, mais on les retrouve aussi par là. Donc ces dossiers permettent de suivre la politique sportive de la ville sur le temps long, mais ils permettent également de voir la composition des bureaux, comme vous l'avez vu. Par contre, ces informations sont certes riches, mais extrêmement partielles, car elles ne sont que le reflet des documents produits par la ville, ses élus et ses services. Elles ne sauraient donc rendre compte à elles seules de la richesse de la vie sportive lyonnaise. Et il faut vraiment fouiller parfois, je vous l'ai montré, dans des dossiers qui ont un lointain rapport avec le sujet pour trouver des listes de noms, des informations sur les sportifs eux-mêmes. Donc devant l'aspect lacunaire et complètement disparate de ces informations, les archives de Lyon cherchent à sensibiliser les clubs et les associations sportives à l'entrée de leurs archives historiques, chez nous, au sein des archives municipales, non pas pour capter des archives pour nous, vous imaginez, on a plein de choses à classer, donc c'est pas forcément pour se rajouter du travail, mais vraiment pour les sauver de la dispersion, de la destruction, et permettre aussi une ouverture à la recherche. Voilà, je tourne vers les voisins. Donc on a lancé une grande collecte, la voilà, qui a été lancée par le ministère au moment des JO, et on a décidé de continuer. On ne s'arrête pas, les JO sont terminés, mais la grande collecte continue. Et ça a permis de sensibiliser le public à l'importance des archives du fonctionnement des clubs,
le PV de conseil d'administration, l'assemblée générale, de cotisation, les budgets, l'organisation des rencontres et d'événements, les affiches et flyers, les cartes de membres, les listes, surtout de membres, de joueurs, voilà, les films, les photos, les objets, maillots, mascottes, etc. Et on a des résultats, puisque l'Office des sports nous a donné le fonds Tony Bertrand. Donc, vous voyez Tony Bertrand ici avec Alain Mimoun. Donc Tony Bertrand est né à Lyon en 1912, il est décédé en 2018. C'était un athlète, entraîneur, dirigeant sportif. Il a pratiqué la gymnastique, le basket et l'athlétisme au sein du Loup. Il est chargé d'entraîner l'équipe nationale d'athlétisme pour les JO de 1948. Vous me dites si je dépasse. Non, 2012. Parfait. 1952, Melbourne 56. Après, il s'est occupé de ski, d'alpinisme. Bon, voilà, il a fait énormément de choses et il a été adjoint au sport à la ville de Lyon. Deuxième don intéressant, c'est le don de la famille Framinet avec Tony Zint ici, qui est le premier vainqueur du Bol d'Or. Et il était lyonnais. Donc, moi, je l'ai appris à cette occasion, je ne le savais pas. Donc voilà, on a des photos de Tony. Et plus récent, l'équipe des Samouraïs de Lyon-Villeurbanne, qui est une équipe de foot américain. Donc c'est pareil, il y aurait totalement foot américain à Lyon, j'étais content. Donc un don extrêmement récent. Puis on a eu un don d'un fan de foot qui nous a offert ses souvenirs de l'OL. Donc autographes, billets, notes personnelles sur les sportifs, etc. Non classé encore, un petit don sur le marathon de Lyon dans les années 80 et l'association Amitié Nature Lyon des années 36 aux années 2020, pardon, qui est en cours de classement. Donc voilà, le sport est devenu un patrimoine vivant, mais pouvant également faire l'objet d'études historiques. Au-delà des commémorations mémorielles, cette patrimonialisation des archives du sport lui donne également une valeur culturelle et historique ancrée dans l'imaginaire collectif, qui permet de construire aussi un lien nouveau entre passé et présent de la pratique sportive. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence. Avant de démarrer, je dois vous dire que je ne suis pas du tout le local de l'étape, donc je ne connais pas précisément les noms de sportifs et sportives lyonnais. Même s'il y a 15 ans, j'ai été enseignant ici contractuel à l'UFR STAPS de l'université Claude Bernard, Lyon 1. Maintenant, je suis chez les Ch'tis, une autre terre d'immigration. Donc, je m'appelle Stanislas Franquiel, je suis historien du sport à l'université d'Artois. Depuis plus de 20 ans, je travaille sur les liens entre sport et immigration. J'ai fait une thèse de doctorat sur l'histoire des footballeurs professionnels algériens en France des années 1930 à nos jours, thèse qui a été transformée en ouvrage que je vais faire passer. Merci. Donc, j'ai rencontré une centaine d'anciens footballeurs professionnels en France et en Algérie, toutes générations confondues, et notamment la quasi-intégralité des survivants de la fameuse équipe du FLN, du Front de Libération Nationale. N'étant pas le local de l'étape, je me suis quand même replongé sur l'histoire de l'immigration à Lyon, et dans un ouvrage co-dirigé notamment par celui qui fut un de mes directeurs de thèse, Nicolas Bancel, Lyon, capitale des Outre-mer. Donc dans le résumé, on peut lire que les régions Rhône-Alpes et Auvergne ont une relation importante avec les voyageurs, les travailleurs, les artistes, les soldats, les rapatriés venus des Suds. Depuis la fin du 19e siècle, Lyon a été une capitale des Outre-mer qui a rivalisé avec Bordeaux, Marseille, et qui a joué un rôle majeur dans l'entreprise coloniale ou en Extrême-Orient. Alors les auteurs parlent du temps des expositions coloniales et ethnographiques. Ils parlent de flux continus vers la métropole, ils parlent de différentes qualités quelque part de migrants, que ce soit des travailleurs, des étudiants, des militaires, des militants qui viennent d'Indochine, d'Algérie, du Vietnam, des quatre coins du monde, et ils nous disent que les migrants, les migrations forment une identité, contribuent fortement à l'identité locale. Ils donnent en fait dans leur ouvrage 7 temps, cette grande période, le temps des colonies, le chassé-croisé de la Première Guerre mondiale et de l'entre-deux-guerres, la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d'Indochine ensuite à la guerre d'Algérie, les immigrations post-coloniales à partir des années 60, les nouvelles générations
et la prise de conscience politique, notamment antiraciste dans les années 90, puis pour finir, le temps des mémoires. Il y a très peu de choses sur les sportifs immigrés dans leur bouquin. Il doit y avoir d'autres livres, hein, évidemment. Mais en tout cas, dans celui-là, il y a très peu de choses. Et c'est bien l'enjeu de cette conférence, c'est en savoir davantage sur les destins contrastés de ces hommes, de ces femmes, de ces sportifs immigrés de la région, du temps colonial à l'ère post-coloniale. C'est d'autant plus important que, si on revient sur la ville de Lyon, quand on s'intéresse notamment à l'immigration algérienne, Benjamin Storac, l'historien de l'Algérie, disons-le, nous dit qu'il y a 5 grands pôles d'attraction en France, depuis l'Algérie vers la France. Il nous dit qu'il y a 5 départements qui sont très attractifs quelque part. C'est le Rhône, les Bouches-du-Rhône, la Moselle, le Nord et évidemment le département de la Seine. Alors, si on s'intéresse un peu plus au sport maintenant, l'histoire croisée du sport et de l'immigration, on voit déjà que l'histoire du sport, c'est lié à la mobilité humaine. C'est ce que je dis à mes étudiants, ce que j'enseigne à mes étudiants de première année. Le sport s'est codifié, s'est créé en Angleterre dans la seconde partie du XVIIIe siècle, donc notamment parce que l'Angleterre, c'était notamment lié à la révolution industrielle, bien sûr, mais le sport, le football et le sport s'est répandu sur la planète grâce à l'expansion du capitalisme également, par le biais d'élites qui s'expatrient donc dans le cadre de l'expansion du capitalisme. Et un exemple, les clubs du Milan AC, de l'Inter de Milan, du FC Barcelone comptent parmi leurs créateurs de nombreux Suisses qui s'étaient expatriés pour représenter leurs affaires dans des filiales ouvrant à l'étranger. Alors, un mot sur, puisqu'on parlait d'Alain Mimoun, qui est un de mes champions préférés, sport et immigration vont progressivement se légitimer, notamment dans le milieu universitaire depuis les années 80-2000, notamment depuis la Coupe du Monde aussi, 98, en ce qui concerne le foot. Et il y a un super numéro d'un magazine, la revue Migrance, avec donc Alain Mimoun, Marathon de Melbourne 56, qui est en couverture. Et d'ailleurs, on trouve dans cet article, dans ce numéro, un article sur l'AS algérienne de Villeurbanne. La revue, donc ce numéro est sorti en 2003, et donc ce numéro replace le sport comme un vecteur de rencontres interculturelles et de mobilisation collective et nationale. Il a été coordonné par un historien qui s'appelle Yvan Gastaud, qui est à l'UFR STAPS de Nice, et qui nous dit que l'un des points communs entre l'objet sport et l'objet immigration se trouve dans leur fonction miroir qu'ils occupent, nourrissant l'imaginaire national. Et quelles que soient les périodes, le sport et l'immigration, a des enjeux, notamment pendant la guerre froide, mais aussi pendant la période de colonisation, la décolonisation. Et le sport sert parfois les intérêts symboliques des pays fournisseurs de main-d'œuvre. C'est aussi un exutoire pour les minorités, notamment pour les migrants dans un pays d'accueil. Et on peut voir aussi que l'équipe de France et certains joueurs de l'équipe de France peuvent jouer le rôle de médiateur entre des communautés qui s'y identifient et la nation française. Pourquoi s'intéresser à l'histoire de ces sportifs immigrés? Car déjà c'est bien une composante de l'histoire contemporaine, mais cela nous donne aussi des enseignements sur les mécanismes d'intégration et d'exclusion. Pour finir, un petit mot sur l'équipe de France de football et l'immigration. Alors, le journaliste Didier Braun de l'équipe, mais qui était très sensible à la recherche, nous disait que l'équipe de France de football, c'est l'histoire en raccourci d'un siècle d'immigration. Il faut rappeler que le football, en fait, connaît la ferveur populaire, pas dès le début du XXe siècle, mais plutôt à partir des années 30, et surtout après la Seconde Guerre mondiale. Avant, les sports rois, c'est 2 sports professionnels, la boxe et le cyclisme. Et on voit que le football va constituer un des grands baromètres des courants d'immigration en France. Il éclaire les évolutions de la société française, dont 20% en moyenne possèdent par ascendance maternelle ou paternelle une origine étrangère. Et en France, qui est le premier pays d'immigration, les sélections sous le maillot bleu de Raoul Diagne, Raymond Kopa, Michel Platini, mais j'ai évidemment ajouté ici Jean Djorkaeff et Youri Djorkaeff, Zinedine Zidane et Kylian Mbappé, témoignent du cosmopolitisme du football. Pour vous donner quelques repères, là j'ai parlé de l'équipe de France, mais dans les clubs professionnels de football, donc le championnat de France devient professionnel en 1932,
on note que dans les années 30, 30% des effectifs sont composés de footballeurs étrangers qui viennent souvent d'Europe centrale et d'Amérique du Sud. Des joueurs autrichiens comme l'attaquant Gusti Jordan ou le gardien Rudi Iden sont même naturalisés français dans les années 30 et ils portent le maillot tricolore avant que ceux qu'on appelait indigènes, comme Larbi Ben Barek, la perle noire qui débarque à Marseille en 1938 et qui est aussi sélectionné en équipe de France en 1938, arrivent. Et après la Seconde Guerre mondiale, il y a un historien, Marc Barrault, qui a fait sa thèse sur les footballeurs étrangers qui ont évolué en France. Il nous montre que, en gros, on est passé à 15% en moyenne des effectifs. Donc il y a aussi beaucoup de questions de quotas qui passent par là. Pour conclure, je dirais qu'ancrées historiquement, les circulations, les migrations de ces joueurs sont le produit d'un ensemble complexe de facteurs, de liens entre certains territoires dont les racines sont d'ordre politique, économique, culturel, social évidemment, j'en parlerai tout à l'heure. La dimension impériale est évidemment centrale puisque on voit que dans les destinations de prédilection, dans les destinations initiales, les sportifs africains convergent de manière privilégiée vers leur métropole ou leur ancienne métropole. Voilà, je vous remercie, j'en ai fini cette introduction. Vous pouvez regarder le bouquin, le faire passer, merci beaucoup. Et puis, je passe la parole tout de suite à Norma Minacci pour Esclavage et racisme. Merci beaucoup pour l'invitation à cet échange. Donc, je vais commencer par présenter la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Donc, pour remonter à la genèse de la Fondation, donc, en fait, elle a été créée grâce à la loi dite Taubira de 2001 qui reconnaît l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité. Donc, suite à cette loi, un comité est créé qui est situé donc, au ministère des Outre-mer et qui est composé d'une équipe de scientifiques experts sur la question, sur ces questions. Et donc en 2019, la fondation est créée, donc le comité est remplacé par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui est présidée par Jean-Marc Ayrault, donc, qui a longtemps été maire de Nantes et Premier ministre, et dirigée par Aïssata Seck, qui est notamment impliquée dans le travail autour de la mémoire des tirailleurs sénégalais en France. Donc voilà, c'est une rapide présentation de la Fondation. Donc moi je suis chargée de mission au sein de la Fondation. Je travaille autour de tout ce qui concerne la citoyenneté, la jeunesse, l'éducation populaire et les associations. Donc en quelques minutes, je vais échanger avec vous sur les travaux donc, de notre comité scientifique sur le lien entre le racisme et l'esclavage, puisqu'on parle donc, de discrimination, de racisme, mais c'est toujours important de rappeler d'où vient le racisme, en tout cas dans le contexte, j'espère que vous m'entendez bien, dans le contexte français. Donc je m'appuie sur une des notes de la Fondation, voilà, donc que je vais citer dans cet exposé. Donc alors, en fait, ce que je voulais mettre en avant aujourd'hui, ce sont les travaux de beaucoup de chercheurs, d'historiens, ce qu'on dit historiens de l'Europe, qui ont pu mettre en évidence trois contextes d'émergence de la notion de race. Donc le premier contexte, ça va être la confrontation donc, dans la péninsule ibérique entre le christianisme, le judaïsme et l'islam. Le deuxième contexte propice à l'émergence de cette notion, ça va être la colonisation et la traite esclavagiste à partir du XVIe siècle, notamment en Amérique. Et le troisième contexte, c'est au XVIIIe siècle, quand les sciences européennes décident de classer les individus. Donc, à chaque fois, cette notion de race qui inutile de le répéter, mais qui n'existe bien évidemment pas biologiquement parlant, à chaque fois, cette notion a pour objectif de justifier des systèmes de domination, d'exploitation, parfois d'extermination de certaines populations. Donc c'est aussi important de rappeler que
la notion de race ne vient pas de nulle part. Elle est toujours très bien pensée, il y a une raison pour laquelle elle émerge. Et donc dans le cas de la France, la colonisation des Amériques, comme je disais, a été vraiment le moment propice pour construire des catégories raciales qui ont justement permis de justifier d'abord l'esclavage, puis une colonisation salvatrice pour des peuples considérés comme sauvages et primitifs. Donc il faut d'ailleurs noter que ces classements ont été aussi des catégories juridiques. Donc voilà, ce sont des choses très ancrées, en tout cas à ce moment très concrètes. Il y a eu le Code noir et plein de textes juridiques qui sont venus ancrer ces notions, toujours dans un but de domination, évidemment. Donc à cette période, par exemple, je voulais vous citer l'exemple de Médéric Moreau de Saint-Méry, qui était un homme politique, un grand homme politique français à cette période, et un colon en Martinique, qui est aujourd'hui département d'outre-mer, qui a dressé donc une liste de 11 nuances de couleurs entre les personnes blanches et allant des personnes blanches aux personnes noires, et qui a décidé de classer toutes ces nuances de couleurs en 128 combinaisons. Il faut savoir que les termes qui découlent de ces 128 combinaisons d'êtres humains sont des termes qui sont toujours utilisés, notamment dans les territoires d'outre-mer, dans les territoires qui ont connu la colonisation française. Donc ce sont des termes aujourd'hui que beaucoup de personnes utilisent. Donc c'est toujours important de savoir pourquoi on utilise certains termes, d'où viennent-ils, est-ce qu'il est bon de continuer à les utiliser. Donc voilà, ceci dit, donc beaucoup de dynamiques sont encore étroitement liées au système esclavagiste et à la colonisation. Donc c'est vraiment le propos de mon exposé aujourd'hui. Et donc pour faire un lien avec le sujet de ce soir, donc le sport, je vais citer les travaux de Lucie Forté, donc, qui est une sociologue française qui est à l'université à Toulouse. Et donc, dans son article intitulé « Stéréotypes raciaux dans la presse sportive », elle rappelle que, selon des études, un tiers des personnes blanches croient que les différences entre les noirs et les blancs sont génétiques. C'est déjà un premier problème. Et ce pourcentage atteint 70% lorsque la question concerne les capacités sportives en athlétisme. Alors je précise que cette étude a notamment été menée aux États-Unis, puisque ces statistiques ne peuvent pas être menées en France. Mais en tout cas, voilà, il existe de très nombreux exemples lors de compétitions sportives qui rappellent justement l'origine de tous ces stéréotypes. Je vais vous citer un autre exemple qui concerne la France des années 30. Donc les prospections de la Fédération française d'athlétisme en collaboration avec le ministère des colonies sur le continent africain pour, je cite, rechercher dans la brousse de nos colonies des spécimens représentant la race française. Parce que, voilà, il y a cet imaginaire comme quoi les corps racisés seraient, au niveau, dans le monde sportif, plus performants. Je pense que vous avez, même aujourd'hui ou pendant les JO, vous avez peut-être entendu parler de certaines accusations, notamment envers les femmes racisées. Donc voilà, c'est toujours important de se rappeler d'où viennent ces stéréotypes, pourquoi ils existent, et c'est aussi un moyen de mieux les déconstruire. Donc je vais arrêter de plomber l'ambiance et je vais passer la parole à mes voisins. Donc là, je vais commencer à préciser, faire l'histoire des sportives et des sportifs d'origine étrangère, il manque un petit bout de la phrase, à travers les archives de Lyon. Donc on l'a vu, c'était compliqué, les archives conservées sont partielles et ne permettent pas d'avoir des biographies toutes faites, sauf pour les périodes les plus contemporaines, où là, évidemment, le matériau abonde, et puis grâce au travail des gens qui vont sur le terrain, qui produisent de l'archive aujourd'hui. Donc là, c'est possible sur la période la plus contemporaine, on a vraiment des matériaux qui permettent.
Et donc, pour faire l'histoire des sportifs amateurs et professionnels, il va falloir aller plus loin et donc dépouiller beaucoup de documents. Mon voisin, je pense, connaît bien la problématique, afin de faire ressortir des biographies individuelles ou collectives de sportives et sportifs lyonnais ou étant passés à Lyon, puisque on n'y a pas forcément fait toute sa vie ou toute sa carrière. Donc c'est un énorme travail de fond qui permet d'écrire l'histoire d'un club, de sa formation à nos jours, de ses premiers pas en pratique amateur à parfois sa professionnalisation. Et cette histoire des clubs ouvre également sur un ancrage dans un quartier, dans un comité d'entreprise, dans un milieu socio-culturel dans lesquels apparaissent des protagonistes de divers horizons. C'est ce qu'on a dit, c'est le facteur d'intégration, le sport, mais aussi un facteur d'animation d'un quartier, de parler, d'échanger entre soi. Donc comment est-ce qu'on va essayer de s'y prendre ? Eh bien, on va regarder la presse. Bon, ça, c'est relativement facile d'accès. Une partie est numérisée, donc je vous invite avec moi à lire Lyon Sport, un grand moment de lecture, vous allez voir pourquoi. Voilà, donc Lyon Sport est accessible sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon, et ça c'est chouette. Donc vous voyez, là on est en 1898, c'est en ligne. Alors l'article suivant est juste magique, c'est La femme et les sports. Alors c'est tout petit, mais vous pouvez y avoir accès en ligne, et je vous conseille ce grand moment de lecture, où on vous dit que voilà, le féminisme est à la mode. Bon, on est en 1898, les droits de la femme, l'égalité de la femme à l'homme, l'émancipation de la femme médecin, notaire et bientôt députée peut-être au Cour suprême. Donc voilà, tout ça pour en arriver au sport. Alors, je vous le fais en résumé. C'est bien quand les jeunes filles ou jeunes femmes pas mariées font du sport, parce que ça leur donne un joli corps, bien athlétique, etc. Bon, par contre, quand elles sont mariées, c'est bien si elles s'arrêtent, parce qu'elles ont autre chose à faire. En gros, il faut qu'elles s'occupent de la famille. Donc voilà. Mais je vous conseille, c'est quand même très instructif. Voilà. Mais oui, dépouiller les archives des magazines sportifs ou généralistes peut déjà permettre un certain nombre de choses, puisqu'on a aussi tous les résultats sportifs avec le nom des sportifs et des sportives qui ont pu faire partie d'un club ou qui ont gagné des trophées, et donc ça permet quand même là de repérer des noms. Donc on va pouvoir repérer petit à petit aussi dans les archives des clubs et des associations qui ont eux-mêmes parfois gardé trace de leur propre histoire grâce aux listes d'adhérents et de licenciés, des photographies, des cotisations. Ces listes permettent d'établir des trajectoires et de donner des grandes tendances. D'où viennent les licenciés de tel ou tel club? Origine géographique, sociale, est-ce que ça évolue sur le temps long? On le voit dans le foot notamment. Prenons par exemple les sites internet des clubs sportifs, je ne vous les ai pas mis là, mais j'ai été voir quelques-uns. Le Tennis Club de Lyon qui évoque sa fondation en 1864, évidemment par des Anglais, mais qui fonde à Lyon le Lyon's Cricket Club. J'ai été voir aussi le site de FC Lyon qui évoque Hans Gamper, footballeur suisse, voilà, qui a créé le FC Barcelone, par exemple. Et on a un historien qui s'appelle Thierry Terret qui a pu repérer aussi de son côté qu'avant la Seconde Guerre mondiale, on trouve quelques sportifs d'origine britannique, suisse, italienne au FC Lyon ou plus tard au Loup. On a même des matchs étrangers de Lyon contre Français de Lyon qui sont organisés pendant la Première Guerre mondiale, qui attestent donc d'équipes composées d'étrangers. Donc là encore, un gros travail. Et là, alors, si on peut revenir sur le précédent, voilà. Donc là, c'est toujours les fiches moches qu'on a vues tout à l'heure. Mais là, vous voyez par exemple Etienne Picchetto, donc, qui est d'origine italienne et qui est un membre assez haut placé de la fédération de cyclisme, et qui apparaît donc dans les listes lyonnaises. La liste suivante est austère mais intéressante, puisque c'est la liste fournie par les fédérations de tous les clubs. Ici, c'est le foot, et donc on va repérer par exemple les Arméniens de Lyon, l'UG arménienne de Lyon ici. Vous avez un certain nombre de clubs, mais aussi ici on voit Maison africaine, donc ça serait intéressant d'aller creuser un petit peu, et on ne la voit pas apparaître longtemps, donc il y a un truc à faire. Moi je donne du boulot aux gens, c'est comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Et donc dans ces listes, on peut repérer un petit peu des provenances et des clubs qui auraient été un peu faits par nationalité. Il doit y avoir les Italiens aussi, quelque part. La liste suivante a disparu, donc tout va bien.
c'est pas grave, on va faire 100. Donc il y avait par exemple également, pour l'année 52, au sein de la FSGT, Fédération Sportive et Génie du Travail, un cercle franco-italien. Et en 1951, la Fédération française de boxe déclare l'existence du Boxing Club nord-africain, avec son siège social au 33 rue Villeroy, 12 licenciés. On connaît aussi le nombre de licenciés, ce qui donne déjà un petit peu l'importance du club. En 1948, on a l'existence de la JSU espagnole avec 82 licenciés par exemple. Donc ça ne donne pas les noms, puisque les noms sont dans les archives des clubs, pas chez nous, mais ça donne au moins des quantités de gens et parfois des indications. Donc on peut aussi avoir certes des clubs où les gens se réunissent par origine géographique, mais aussi des athlètes d'origine étrangère dans des clubs plus généralistes. Soit qu'ils s'installent à Lyon, soit qu'ils y fassent un passage lors du recrutement par un club. Là, vous avez Ugo Baldassino, donc Baldassin, qui remporte le championnat puis la Coupe de France avec l'US Lyon-Villeurbanne. Donc après, on peut passer... Voilà, hein, Raymond Domenech, totalement. Lyonnais, lui, d'origine espagnole, fils d'un militant républicain qui a fui le régime de Franco, et donc la famille s'est fixée à Lyon. Bon, bah, plus récent, mais là, voilà. Donc là, c'est plus facile. Sur cette période-là, on a vraiment des biographies qui sont à vérifier toujours, hein, avec les sources, mais quand même fournies et établies. Voilà, après, je vous ai mis Nabil Fekir, mais on peut en citer énormément. La question des femmes dans le sport, on en a parlé, relativement ancienne, mais suscite aussi de grosses oppositions ou d'ironie, ce qui est assez intéressant quand on voit le parcours de l'OL féminin par la suite. Voilà, je vous invite à relire l'article précédent. Donc un travail plus complet sur le sport féminin à Lyon reste à faire, tout comme des recherches de fond sur l'intégration de sportifs d'origine étrangère au sein des clubs, puisque le sport est l'un des premiers facteurs d'échange. Il offre donc de beaux sujets de recherche. Et certains parcours doivent être mis en avant pour souligner l'engagement sportif, mais aussi citoyen. Et là, on va le voir avec Tola Vologe, donc, qui a laissé sa marque dans l'histoire lyonnaise et nationale. Donc, Anatole Vologe, dit Tola Vologe, c'est vraiment un exemple d'engagement. Il est né à Vilnius le 25 mai 1909 et il fuit les lieux puisque sa mère est d'origine juive et donc passe un peu mal. Donc il émigre à Paris avec sa mère alors qu'il n'a que 3 ans. À l'âge de 12 ans, il intègre l'école de hockey du Stade français et devient champion de France à plusieurs reprises. Il pratique plusieurs sports à un très haut niveau, le hockey sur gazon, le tennis de table et l'athlétisme. Sa carrière en hockey est impressionnante, il est sélectionné 35 fois en équipe de France. Il dirige l'équipe de France à 20 reprises, notamment pendant les JO de 36. C'est peut-être pas son meilleur souvenir. En tennis de table, il est champion de France en double messieurs en 1928 et en athlétisme, il est triple champion de France du 4x400. Donc, vous voyez, en plus, l'élite dans tous les domaines. Et on peut noter donc son éclectisme sportif et ses performances. Donc, il est engagé dans la Seconde Guerre mondiale, il combat pour la France et après l'armistice, il fuit dans la zone libre. Donc, c'est comme ça qu'il se retrouve à Lyon avec sa mère suite à la promulgation des lois anti-juives de Vichy. Donc il ne laisse pas tomber le sport, il rejoint le Loup Athlétisme, donc là vous le voyez avec son équipe, mais parallèlement à ça, il va devenir membre d'un réseau de résistance qui surtout va détourner les jeunes du STO pour les emmener vers les maquis du Vercors. Ça va mal se finir, hélas, le 23 mai 1944, il est arrêté sur dénonciation par des membres du Parti populaire français dans le bar Le Monde, rue Bellecordière. Donc il est interné à ce qu'on appelle la baraque aux Juifs de la prison de Montluc et il est remis à la Gestapo. Donc il va tenter de s'enfuir avec 2 camarades et là il est abattu, non sans avoir résisté. Ses restes sont inhumés au cimetière de Ladois après avoir été inhumés auparavant à la Croix-Rousse. Donc fortement affecté par sa disparition, Tony Bertrand baptise le stade municipal de Gerland en son nom en 1961. Et on dit qu'en hommage, le Loup ajoute une touche de noir à son maillot rouge traditionnel. Donc vous voyez, c'est quand même un personnage qui a fortement marqué tant le monde du sport que l'histoire de manière générale. Donc faire l'histoire des sportifs et des sportives lyonnais permet de travailler sur la notion d'intégration, de sociabilité par l'intermédiaire du sport,
de travailler de manière plus générale sur l'histoire des immigrations, leur rapport au sport, de travailler sur les femmes et le sport, ou encore sur le rôle qu'ont pu jouer les sportifs dans la vie locale en s'engageant par ailleurs comme résistants, élus, membres d'associations. Le champ d'études est vaste et passionnant, c'est pourquoi il convient donc de sauvegarder, de collecter, de classer et de conserver et communiquer les archives du sport et des sportifs d'hier et d'aujourd'hui. Donc je le redis, soyez attentifs à vos archives, c'est votre histoire et c'est notre histoire commune. Merci. Donc, bonsoir, j'ai saisi le relais qui m'a été transmis avec talent. Sonia, alors moi je vais commencer par dire que si moi j'ai pas des archives, je fais rien. En fait. J'y vais pas. Parce que souvent, les archives ça reste, et la mémoire ça se perd comme une mauvaise passe au foot, entre le passé et le présent. Ça aboutit à rien du tout. L'histoire que je vais vous raconter brièvement, en 10 minutes, parce que sinon l'arbitre il va siffler, elle se déroule pour moi, elle commence en 2002. Je vais vous parler de Coupe de France. La Coupe de France, c'est une compétition particulière, puisque c'est la seule qui permet aux amateurs d'espérer un jour croiser des professionnels. Tout le monde a le droit d'y participer, du plus petit club au plus grand. À chaque tour, il y a des éliminés, et à chaque tour, on injecte de nouveaux clubs qui sont mieux classés. En 2002, au moment où je pense à raconter le documentaire dont je vais vous parler après, il reste que 64 équipes en France. Au départ, il y en avait 5850. Et il n'en reste plus que 64. Et parmi elles, il y a la plus petite équipe qui joue en district, c'est-à-dire au 9e niveau français. On a coutume de dire que la plus petite équipe, c'est le Petit Poucet. Et en France, on adore quand le Petit Poucet se tape l'ogre. Sauf que là, le Petit Poucet, il a un drôle de nom. Le Petit Poucet, il s'appelle l'AS Algérienne, l'association sportive des Algériens de Villeurbanne, plus communément appelée aussi l'Algérienne de Villeurbanne. Moi, à l'époque, je suis journaliste d'actualité pour France 3 et je vais couvrir un fait sportif. Donc je vais à l'entraînement voir ces petits poucets qui sont allés si loin et qui espèrent un tirage au sort qui les mettra encore plus en lumière. J'arrive à l'entraînement et là, je vois beaucoup de caméras, mais des caméras du niveau national. Je vois même des caméras internationales. Donc je me dis, tiens, tout le monde s'intéresse au foot, c'est bien. Non, ce qui les attire, c'est le nom. Et donc, on pose toujours la même question aux joueurs, mais vous êtes algérien, comment ça se fait que vous vous appelez comme ça? Donc ils sont sommés de répondre. Et à force d'être sommés de répondre, des fois on est assommé parce qu'on a perdu la mémoire. On ne sait pas pourquoi on s'appelle comme ça, mais on se dit, je vais le défendre ce nom. Donc, moi j'ai laissé passer le match de 32e de finale. C'était un exploit, c'était la première fois qu'une équipe allait aussi loin. C'était la première fois qu'une équipe de district en France arrivait à ce niveau-là. Et je suis retourné les voir une fois que la meute était passée, parce que je fais partie de la meute aussi, hein, je ne me raconte pas l'histoire. Et je me suis dit, tiens, je vais me reposer la question, pourquoi il s'appelle comme ça? Et à l'époque, donc, j'ai tourné un documentaire qui s'appelait La Belle Équipe, Zinedine, Farid, Ahmed, etc. Sur ce tournage, on m'a rappelé que j'ai croisé Zahir Gouiri, qui est le père de Amine Gouiri, qui joue aujourd'hui à l'Olympique de Marseille et qui porte aussi le maillot de l'équipe nationale algérienne. Comme quoi, ça mène à tout, hein, de jouer à bas niveau. Je me suis dit, ma problématique que je m'étais énoncée à l'époque, c'est comment on fait sa place dans ce bled? Comment on fait sa place en France? Est-ce qu'il faut revendiquer d'où on vient, ou est-ce qu'il faut gommer au contraire? Ah, c'est joli hein, sur le papier, mais c'est complètement stupide en fait. Parce qu'il vaut mieux s'intéresser au réel. Et le réel, il est plus prosaïque, il est plus basique. Donc, s'il n'y a pas d'archives, j'y vais pas. Donc en fouillant les archives et les règlements de l'époque, je me suis aperçu d'une règle. Il y avait une règle qui faisait qu'en France, à l'époque,
on ne tolérait, on ne pouvait avoir que 2 étrangers par équipe. Plus de 3, mais 2 seulement. À l'époque on va dire du début de l'idée de la création d'un club. Les Algériens de Villeurbanne, en fait, ils avaient un petit club à Pressensé. Mais tout le monde connaissait le talon d'Achille. Donc, dès qu'ils jouaient à plus de 2, il y avait réclamation, ils perdaient le match. Il y avait une solution, mais il fallait fouiller un peu le règlement. Donc, le fondateur du club, qui s'appelait Ahmed Mokrane, qu'on a dû voir sur la photo précédente, voilà, qu'on voit sur le portrait, il était ambulancier, mais il potassait le règlement. Donc il y avait une solution, c'était de devenir une association étrangère en France. Et ainsi, donc, d'inverser le règlement. C'est-à-dire, vous êtes des étrangers et vous avez le droit à 2 non-algériens. Vous avez compris le système? Donc pour être toléré, soyez étranger. Voilà. Il y en a qui appellent ça l'intégration. Moi j'appelle ça faire sa place, essayer de faire sa place. Dans le film, c'est Fournet-Fayard, Jean Fournet-Fayard, qui à l'époque était président de la Fédération française de foot, qui était lyonnais, qui était président de la Ligue, qui m'a rappelé cette règle et qui a précisé la règle. Il était obligatoire dans l'intitulé du nom de donner la nationalité dominante. Il ne pouvait pas s'appeler le FC Coquelicot. Parce que ce n'est pas un pays, Coquelicot. Mais c'est pour ça que vous connaissez les Portugais de Vaud, les Portugais de Vienne, je crois qu'il y en a à Saint-Fond. Moi qui suis de Vienne, j'ai joué dans un club arménien qui s'appelait l'USG à Vienne. Il y avait à Casa de España aussi, à Vienne, que certains ont dû connaître. Donc, c'est l'opiniâtreté et la réflexion qui a permis à ces gens de pouvoir jouer ensemble. Parce que sinon, ils n'auraient pas pu jouer ensemble. Ce qui est quand même assez cruel quand on parle de jeu. Alors, pour la création du club, donc, tous les membres du bureau étaient de nationalité algérienne. Et comme c'était une association algérienne, ils ont eu le droit à un petit supplément. Donc, ils ont été interrogés, c'est pour ça qu'on voit ces documents, 3 jours durant par les RG. 3 jours durant par les RG. Parce qu'on est en 1979, soit 17 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Donc tout ce qui touche à la guerre à l'Algérie était sensible. J'allais dire déjà. Donc les petits amateurs de Villeurbanne qui créent l'AS algérienne, ils sont un peu à contre-courant de ce que veut la France à cette époque-là. Pour ceux qui ont le malheur comme moi d'avoir vécu ces époques, ou qui ont étudié, il y avait une loi qui était dite la loi Stoléru, qu'on appelait le million Stoléru. C'est-à-dire qu'on vous encourageait à rentrer chez vous. Donc on vous filait 10 000 francs pour un retour au bled. Et il y a eu un film de Mahmoud Zemmouri qui s'appelait « Prends 10 000 balles et casse-toi » et qui raconte cette histoire. Et donc, d'un côté, il y a la société qui dit « Bon, ben, on n'a plus besoin de travailleurs, vous allez vous casser, prends 10 000 et puis voilà ». Et de l'autre côté, ils disent « Non, mais nous, on reste, nous, en fait. On va s'ancrer ici. C'est pas 10 000 balles qui vont nous faire changer la vie. » Donc, on comprend aisément que le non est venu d'une obligation réglementaire. Et donc, cette passe qui a été perdue, s'il n'y a pas les archives, et on ne sait pas pourquoi. Donc ce nom laisse place à tous les quiproquos. Alors d'un côté, c'est pourquoi il s'appelle comme ça? C'est de la provocation. Et de l'autre côté, c'est nous sommes fiers de nos racines, c'est notre patrimoine. Au final, ce n'est que de la reconstruction ex post. Mais avant, non, c'est beaucoup plus prosaïque. Ce qui reste, je vais aller vite, c'est que tous les matchs de cette époque-là sont tous à enjeu. C'est-à-dire que, comme on joue contre les Algériens, on joue contre l'Algérie. Donc il y a une confrontation, souvent, sur le terrain. Revancharde, parfois. Et je vais écourter, je te promets. J'ai pu interviewer à l'époque le président de la Ligue Rhône-Alpes, Georges Vernet,
Parce qu'à l'époque, les instances, elles n'étaient pas très bienveillantes avec l'AS algérienne, qui se prenait beaucoup de rapports, de amendes, de cartons rouges. Et je lui avais demandé pourquoi, et il m'avait dit on exige d'une équipe nationale d'être exemplaire. Parce que j'avais rétorqué mais c'est une équipe de quartier. Et il a terminé en disant oui, et qui porte le maillot et le nom du pays. Donc c'est l'art de créer quelque chose et de lui reprocher d'exister. Pour la salle, il y a toujours eu la confusion entre le club et la nation, et ça perdure aujourd'hui. Le président actuel, Hosni Lagribi, que je salue puisqu'il est dans la salle, m'a rappelé que récemment, il y avait des matchs de jeunes, et que d'autres jeunes voyaient l'AS algérienne, ils ne savaient pas qui c'était, on leur disait c'est l'AS algérienne, et ils se mettaient à crier « One, two, three, vive l'Algérie ». Et que aussi il a dû répondre à des questions du style pour une maman de jeune fille, parce qu'ils ont des filles maintenant, et comment on fait pour intégrer l'équipe nationale. Donc voilà. Donc, il faut des archives, sinon on n'y arrivera pas. Un petit mot sur la Duchère, peut-être. Bah, tu me laisses, l'arbitre me laisse un petit mot sur la Duchère. Alors, merci, parce que je suis bavard. Donc, je voulais vous parler d'un deuxième club, c'est la Duchère. Alors, il y a un lien, le quartier, donc il est construit, il est voulu dans les années 50, il ouvre ses portes dans 62, il y a une confusion dans l'agglomération, on dit que ça a été construit pour y loger les rapatriés d'Afrique du Nord, c'est pas possible, parce qu'en 58 on ne sait pas qu'il y aura la fin de la guerre d'Algérie en 62, mais les Pieds Noirs arrivent massivement, ils s'installent là-bas, ils créent une association, et assez vite il y a une section foot, et assez vite la section foot, je vais me permettre ce mot, prend son indépendance, et le club de l'AS Duchère se crée. Et, mais tout le monde va dire que c'est le club des Pieds Noirs. En 2021, le club devient club à mission, c'est-à-dire que c'est plus qu'un club de foot, il a une mission sociale dans son quartier. Aujourd'hui, il est en National 3, soit au 5e niveau national. Dans ses rangs, on a compté Khaled Lemchia, qui a été 28 fois international algérien, Farid Benstiti, qui a coaché l'OL féminin, ou encore Guessama Fofana, international mauritanien, et qui désormais joue à Al Hilal en Arabie Saoudite. Et je voulais vous montrer une photo, et là il y a un point commun entre ces deux photos. On a les jeunes de l'AS algérienne, en 1980, et là on a l'AS Duchère dans les années 60. Tous ils sourient, parce qu'ils sont heureux de jouer. Tous ils sont contents de jouer ensemble. Mais eux, comme tous viennent d'Algérie, mais eux, comme ils sont algériens, il fallait qu'ils s'appellent l'AS algérienne de Villeurbanne, et eux, ils pouvaient s'appeler l'AS Duchère. Mais tous ont contribué, à leur manière, au rayonnement de notre cité. Voilà, je vous remercie. Merci. Autant Farid nous a parlé de la richesse et du dynamisme du monde amateur footballistique lyonnais. Moi, je vais plus m'intéresser aux professionnels, sans évidemment qu'il y ait de hiérarchie, sans qu'il y ait un sujet qui soit forcément plus intéressant qu'autre, au contraire. Il y a des milliers, des centaines de footballeurs professionnels immigrés qui sont passés par Lyon, de haut niveau. Hein. Le plus connu, c'est Karim Benzema, certainement Ballon d'Or 2022. Mais je voudrais me focaliser sur deux footballeurs professionnels des années 50, deux footballeurs peut-être moins connus aujourd'hui. Le premier, c'est Eugène Enjolea, le footballeur par accident. Il faut se remettre dans le contexte des années 1950 où les réseaux de transfert sont pas vraiment développés entre le Cameroun et la France, contrairement à ce qui se passe avec l'Algérie d'ailleurs. Il y a une génération, la première génération de footballeurs professionnels camerounais qui arrivent en France, ce sont des étudiants. D'accord ? Comme la plupart de ses collègues camerounais, Eugène Enjolea, qui est né en 1931 au Cameroun, est issu de classes sociales aisées, urbaines, lettrées. Il est détenteur d'un BEPC. Il obtient une bourse de l'État camerounais et arrive en France pour obtenir son baccalauréat et poursuivre ses études de droit. Après un passage dans les équipes amateurs de Roche-la-Molière puis de Roanne, il arrive, il signe à Saint-Étienne. Je ne sais pas si on peut parler de Saint-Étienne. Merci. En 1954, puis à Lyon en 1959.
En 1961, 2 ans après, au moment où il devient et c'est pour ça qu'il est connu, parce que c'est une tête pensante, presque, je crois, il a un doctorat l'équivalent d'un diplôme supérieur de droit. Il va fonder l'Union nationale des footballeurs professionnels, donc le syndicat des joueurs, avec Juste Fontaine et Raymond Kopa. En 1961, il signe au Racing Club de Paris. Son départ pour la capitale est lié à son admission à l'Institut des hautes études d'outre-mer, l'établissement qui forme l'intelligentsia coloniale. Dans ce cadre, il sera donc amené à porter le maillot du Racing Club de Paris et après la fin de ses études, il deviendra diplomate stagiaire à Rome et tentera sans succès de développer le football professionnel au Cameroun et au Sénégal. Autre figure du football lyonnais des années 50, alors autant N'Joléa avait joué de 59 à 61, autant celui dont je vais vous parler, Hamid Karmali, a joué de 1955 à 1958. Je peux d'autant plus vous en parler que je l'ai rencontré à Sétif, il y a 20 ans. Alors, Hamid Karmali, tout à l'heure j'évoquais l'équipe du Front de Libération Nationale, donc lui c'est un des membres de l'équipe du Front de Libération Nationale. Dans cette équipe, il y a eu 4 vagues de départ, lui fait partie de la première vague, en avril 58, c'est vraiment les premiers. Un grand ami de Rachid Mekloufi, le Stéphanois, je pourrais en parler tout à l'heure. Alors dans mon bouquin, je fais le portrait d'Hamid Karmali et de Rachid Mekloufi, que j'ai rencontré aussi. Je parlais de l'espoir d'ascension sociale en France, en métropole, de l'épanouissement évidemment en métropole, de l'arrivée entre surprise et aisance. J'évoque aussi le travail de footballeur immigré. Qu'est-ce que c'est qu'être un travailleur, un footballeur immigré dans les années 50? La promotion sociale évidente qu'ils ont toutes eues, des conditions de vie très confortables, le rôle insoupçonné de l'armée. Et ce que je voudrais qu'on retienne aussi, c'est que pour tous ces footballeurs algériens des années 50, la métropole a été une expérience émancipatrice. Ça leur a permis de sortir complètement de la logique coloniale dans laquelle ils étaient empêtrés et dans laquelle ils étaient concrètement soumis à des discriminations. Alors, une citation d'Hamid Karmali pour commencer. Il évoque, alors peut-être que ce nom vous dira quelque chose, Lucien Troupel, qui était son entraîneur à l'Olympique Lyonnais. Monsieur Troupel est un père pour moi. J'enregistre le discours qu'il tient à ses joueurs. Cela m'aide dans ma future carrière d'entraîneur. C'est marquant. Alors Lucien Troupel leur disait à ses joueurs, quand vous venez à 10h sur le terrain, il y a de l'air frais. Les ouvriers, eux, vont à l'usine à 5h du matin. Savourez votre bonheur. Alors, quelques mots sur la vie de Hamid Karmali. Comme Rachid Mekloufi, Hamid Karmali est un enfant de l'indépendance. En Algérie, l'existence de ce natif d'Albou est misérable. Ensoleillé uniquement par ses interminables parties de football, son père a été officier dans l'armée française, tué dès le début de la Seconde Guerre mondiale, laissant les siens dans le plus grand dénouement. Alors, sans l'aide d'un oncle et d'une modeste pension de guerre, sa mère venue d'Édouard ne pourrait pas faire vivre les 4 enfants de la famille. Ses professeurs du réputé collège Albertini ne l'intéressent pas. Balle au pied, il fait déjà preuve d'une adresse diabolique. Il se consacre uniquement à sa nouvelle passion qu'est le football, donnant le change chez un menuisier. Il se consacre entièrement à sa nouvelle passion. Ça, je l'ai dit. Le 8 mai 1945, c'est une date importante, notamment à Sétif, avec son ami Amar Rouaï. Alors, qui est Amar Rouaï? C'est un autre jeune footballeur alors du coin, de El Elma de Sétif, qui sera aussi professionnel et qui sera aussi membre de l'équipe du FLN et aussi de la première vague. Alors, avec Amar Rouaï, c'est comme un orphelin de 14 ans qu'il assiste à la manifestation nationaliste dans le Sétif de son enfance. L'utopie coloniale est en train de se fissurer. En ce jour où le peuple français fête dans l'euphorie l'armistice qui marque la victoire des Alliés, il y a une fusillade qui éclate et qui fait une 60aine de morts dans un premier temps. La panique est totale. La répression de l'armée et de la gendarmerie, appuyée par de furieuses milices coloniales, est meurtrière. C'est un massacre chez les musulmans. Alors même si les chiffres sont relativement aléatoires, mais les cadavres se comptent par dizaines de milliers. Et jamais ces 3 footballeurs que sont Karmali, Rouaï et Mekloufi, qui vient aussi de Sétif,
n'oublieront ces tragiques journées de printemps. Alors, après-guerre, les exploits d'Hamid Karmali à l'USM Sétif, l'Union sportive musulmane de Sétif, laissent pantois son entraîneur, Hamid Benaouda. Le point commun entre tous ces joueurs, c'est qu'ils sont surclassés dans la catégorie supérieure. Meneur de jeu de l'équipe senior l'année suivante, Karmali voit son talent reconnu en Algérie, où les humiliations coloniales persistent, l'injustice est quotidienne. En 1949, il prend, alors ça c'est illégal, il prend une seconde licence à l'USM Alger. Il a pas le droit d'avoir 2 licences en même temps. Sans savoir que cette pratique est interdite, m'a-t-il dit. La supercherie est découverte, donc il est condamné à 2 ans de suspension. Sans un sou, l'estomac vide, il tente sa chance à Mulhouse en 1950, où il rejoint des amis ouvriers sétifiens qui l'hébergent et sont avec lui aux petits soins. Il se rend alors chez un recruteur, M. Gilbert, qui l'avait approché quelques années plus tôt à la sortie d'un stade après un match de Coupe d'Algérie contre l'Étoile sportive Philippeville. L'entraîneur de l'équipe première s'appelle Lucien Perpère. Il a un avis catégorique. Cet attaquant de poche vient de réussir son essai. Il doit rester dans ce club amateur. Pour passer le temps, outre les entraînements, Hamid Karmali est recruté 3 mois dans la société de fabrication d'armes Manurin. Sa sanction sportive est diminuée d'1 an par la Fédération française de football. Le président mulhousien Marcel Kaufmann est influent. Grâce à lui, Hamid Karmali fait son service militaire 1 année comme gardien de stade, à Nancy, évidemment. En 1902, il réintègre officiellement l'effectif mulhousien. Ses débuts sont séduisants. Adresse, vitesse, tir des 2 pieds, malice, il fait déjà l'objet de convoitises. Il va raconter la suite. En fait, en janvier 1953, après 2 matchs de 32e de finale de Coupe de France contre l'AS Cannes, l'entraîneur cannois, Lucien Troupel, me repère. Ainsi, je joue à Cannes en seconde division pendant 2 ans. Le Cannes de Mustapha Zitouni alors. Ce club est un tremplin. Quand Lucien Troupel est nommé à l'Olympique lyonnais en 1955, je le suis en première division dans ses valises. Pendant 3 saisons, donc sous les couleurs de l'Olympique lyonnais, Hamid Karmali joue plus de 75 matchs et inscrit une 15aine de buts. Il s'impose comme l'un des meilleurs ailiers droits de France. En 1957, en quart de finale de cette compétition, dès sa première saison chez les Gaunes, il dispute une demi-finale de Coupe de France. En 1957, en quart de finale de cette compétition, il marque 3 buts à l'OM, devant ses partenaires admiratifs. Mais la politique n'est jamais loin. En plein bonheur à Lyon, sélectionné à un stage de l'équipe de France, ce jeune marié s'acquitte de l'impôt révolutionnaire, réclamé par le FLN. En avril 1958, contacté par l'ancien footballeur professionnel Mohamed Boumezrag à Paris, puis par Mokhtar Haribi, qui est un ancien pro qui vient de Sétif, et ça a son importance, puisqu'il va le suivre, les yeux fermés. Il est contacté à Lyon, il va s'engager dans l'équipe du FLN. Les fuites des joueurs vers Tunis sont clandestines, le passage à la frontière se fait sans encombre. Dans cette première équipe nationale, 4 ans avant l'indépendance, pendant 4 ans, donc, l'expérience sportive et humaine est incroyable. Il dit, c'est une équipe merveilleuse, beaucoup plus politique que sportive, nous voulons incarner la révolution, même si nous sommes suspendus par la FIFA, en tant que FELAGA, on fait des tournées dans les pays arabes et socialistes. De retour au pays en 62, à l'indépendance, à 31 ans, il ne reviendra pas jouer à Lyon. Il retourne jouer au club de son enfance, l'USM Sétif, comme entraîneur-joueur. Ensuite, il va se former donc, au métier d'entraîneur. En 67, il remporte la Coupe d'Algérie avec l'ES Sétif et le titre national avec le Mouloudia Club Alger en 99. En gros, il faut retenir que pendant une 40aine d'années, il va exercer dans une 10aine de clubs algériens en tant qu'entraîneur, en Libye, aussi en Tunisie, aux Émirats Arabes Unis. Il va aussi s'occuper de l'équipe nationale militaire en Algérie. Il va prendre en charge la sélection nationale junior algérienne en 1974, qualification au mondial japonais. Il va s'investir à la direction technique nationale et il va diriger à 3 reprises l'équipe nationale algérienne, et ça a son importance dans cette période de Coupe d'Afrique des Nations, puisque la Coupe d'Afrique des Nations, la première Coupe d'Afrique des Nations remportée par l'Algérie en 1990, est entraînée par Hamid Karmali. Pour sa grande joie, voilà, il remporte sa première CAN. Puis en fait, il va prendre sa retraite en 2004, et le 13 avril 2013, 55 ans jour pour jour après l'appel du FLN,
ce magicien du football joue à la vie un dernier tour en disparaissant. Un petit mot pour vous dire que peut-être que ça pourra vous intéresser. J'ai créé à destination de mes étudiants notamment, mais aussi tous les passionnés de sport et d'histoire du sport, la première chaîne YouTube d'histoire du sport, qui est gratuite, qui s'appelle Temps de sport. Donc vous pourrez aller voir ou vous abonner si vous voulez. Il y a presque 4200 personnes. Chaîne YouTube Temps de sport. Et il y a une rubrique qui s'appelle Portrait de sportifs algériens. Il y a une trentaine de portraits en fait, de ce type, de sportifs et de différentes générations et de sportifs algériens qui se trouvent donc sur la chaîne YouTube Temps de sport. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole encore une fois à Farid. Je vais essayer de rendre à l'arbitre les 2 minutes que j'ai grattées tout à l'heure. Alors, est-ce que je m'éloigne du sujet en parlant des femmes? Pas trop, je crois, pas trop. Kenza Dali, Ada Egerberg, Selma Bacha, Louisa Nessib, Sonia Bonpastor. Aujourd'hui, on connaît tous ces noms de lyonnaises célèbres. Si on avait fait la même chose il y a 30 ans, je pense que rien du tout. Pour ma part, alors, donc, j'ai écrit un livre sur la vie de Sonia Bonpastor, qui est portugaise, enfin d'origine portugaise, mais je vais dire portugaise, parce qu'elle ne trimballe pas forcément son altérité sur la gueule, quoi. Donc du coup, on ne va pas aller trop sur ce terrain-là, mais quand on connaît sa vie, par exemple Sonia, qui a été la première femme française à brandir une Ligue des Champions pour Lyon, qui a souvent été première dans beaucoup de choses, c'est pour ça que j'avais donné le sous-titre du livre, c'est à jamais la première. Elle a fait partie de la première, du premier contingent qui a pu intégrer Clairefontaine, puisque c'était interdit, enfin c'était pas permis aux femmes, mais grâce à Aimé Jacquet, ça s'est ouvert en 98. Elle a été une des premières à être professionnelle, à partir aux États-Unis, à devenir entraîneur et à être la première femme à gagner la Ligue des Champions en tant que femme et en tant que joueuse et en tant qu'entraîneur. Bah, quand elle est arrivée à l'école, alors qu'elle avait 6 ans, bah, elle ne parlait pas le français. Elle parlait que le portugais. Alors qu'elle est née à Blois en 1980. C'est-à-dire qu'elle a vécu dans un univers, sa famille, quoi, et on ne parlait que le portugais, et elle ne sortait pas de cet univers-là, parce que son père était arbitre, son frère jouait au foot, et pour elle, le foot, c'était sa langue. Et donc la langue, c'est celle qu'on entend chez soi. Pourquoi je me suis intéressé à ce monde du foot féminin? J'ai commis aussi 2 documentaires. Est-ce que tu veux juste parler de cette photo? Non, je parle à la fin. Excuse-moi de contester l'arbitrage. Excuse-moi, je ne le referai plus. J'ai commis 2 documentaires, un qui s'appelle Un vrai sport de gonzesse, voilà, pour Canal+, et un qui s'appelle Comme des lionnes, qui raconte l'épopée d'où est venu le succès de l'Olympique lyonnais, parce que c'est un long voyage, pas aisé. Comme je m'y suis souvent intéressé, j'ai des joueuses qui m'ont demandé « mais pourquoi tu t'y intéresses ?» Elles étaient elles-mêmes étonnées que je m'intéresse à leur sport. Et elles étaient persuadées que j'avais une frangine qui avait essayé de jouer au foot et qui avait été malmenée par ça et que je tenais là une forme de revanche. Alors moi, je leur donnais mon secret, je vais vous le donner. Alors ne le répétez pas, c'est mon analyse, donc elle est peut-être pas bonne, mais c'est la mienne. Donc pour moi, les femmes, c'est des super immigrés en fait. Parce que c'est faites vos preuves et on ne va pas être bienveillant. On attend d'être convaincu. Donc si ça part mal, c'est de votre faute. Mais si jamais vous y arrivez, essayez de pas trop la ramener quand même. Et si ça marche, ça sera parce qu'on a été assez gentil pour vous ouvrir les portes. Ça va, tout le monde, enfin il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Donc moi, c'est ça le parallèle que j'ai fait, à chaque fois. Et encore une fois, je suis allé en triturant les archives, quoi. Parce que c'est là où on trouve des choses. Il faut savoir que le premier match de foot féminin, il date d'un match à... C'est pas celui-là, mais il viendra après. Il date d'un match à Hasbrook, France, Pays-Bas, en 70.
70, la pilule, c'était avant. Donc les mecs ont résisté plus sur le foot que sur, par exemple, avoir le droit de travailler et d'avoir un compte, c'est 65, sans l'autorisation de son gentil mari. Donc l'universalisme du foot, on va peut-être pouvoir le revisiter. Donc, chez les filles, ce que moi j'ai compris, alors j'ai encore peut-être tort, mais c'est que l'invisibilisation est plus forte que le fait d'être immigré. Parce que la bataille, elle se fait déjà pour avoir sa place, déjà exister. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui pratiquaient le foot féminin. Déjà, ça devrait choquer qu'on dise foot féminin. Ça veut dire qu'il existe un foot masculin. Non. Donc, si on dit foot féminin, c'est que c'est pas vraiment du foot. Quand on dit foot pratiqué par les femmes, c'est du foot, et on dit qui le fait. Mais ça reste du foot. Donc, on ne peut pas être le chantre de l'égalité et être heureux d'effacer une inégalité. On s'est juste mis en conformité avec ses idées, avec ses prétentions. Donc, quand on dit les femmes ont décroché tel droit, le droit de jouer au foot, on ne devrait pas la ramener. En 2012, c'est ce qu'a fait l'Angleterre. En 1921, l'Angleterre a banni, j'emploie le terme parce que c'est le bon terme, a banni des terrains de football toutes les femmes. En 2012, la fédération s'est excusée publiquement d'avoir fait ça. Mais des excuses, c'est que des mots. En échange, en plus des excuses, ils ont mis en place un plan de développement qui fait qu'aujourd'hui, le foot anglais est reconnu dans le monde entier. C'était pas juste dire « Ah pardon, on a fait du mal ». Non, non. On a fait du mal. Maintenant, on va essayer de rattraper un petit peu le truc. La dernière photo, qui voulait être la première, donc, ces femmes, c'est une photo qui date de 70, et c'est la première équipe qui joue en match d'ouverture à Gerland en février 70. Donc, on tolère qu'elles jouent. C'est un peu comme des bêtes de foire, en fait. C'est une attraction. Elles arrivent à obtenir ça, donc c'est à Lyon. Elles sont de Sainte-Foy. Cette dame là, que vous voyez avec le turban, elle s'appelait Madame Toutain et elle tenait un bar à Gerland, pas très loin d'ici, sur le cours Charlemagne. Et c'était un peu le siège du club de l'OL. Et tous les joueurs allaient manger là-bas. Tous les dirigeants allaient manger là-bas. Et elle avait son club, la Fidésienne, et à force de leur casser les pieds, elle a obtenu qu'ils puissent jouer. Et là encore, il y a un point commun, c'est qu'elles sourient. Elles sont contentes de jouer ensemble. Ça reprend ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais juste faire une conclusion sur l'intitulé de cette conférence, qui était sur l'apport des immigrés sur le rayonnement de Lyon. Il y a la CAN 2026 qui se joue actuellement. Il y a 107 joueurs qui sont nés en France. 107 joueurs qui sont nés en France. C'est le plus grand contingent. À Lyon, on a Fares Chalibi, qui est bondillant, et qui a joué au FC Lyon. On a Gédéon Kaloulou, de la RDC. On a Boulaye Dia, qui est du Sénégal, et qui a été formé ici. Donc on peut dire que la France et Lyon participent au rayonnement de l'Afrique. Et c'est pas mal, parce que ça se joue dans les deux sens, ou ça se joue pas. Merci. Bonsoir à tous, moi je suis Joanne Gomis du coup. Je ne suis pas lyonnaise, ou depuis peu seulement, depuis 4 ans je suis lyonnaise. Avant ça j'étais du Nord aussi. Donc moi peut-être que je peux un peu étayer ces propos en vous parlant un peu du point de vue de l'immigré sportive, donc de l'intérieur peut-être. Effectivement je viens du nord de la France, donc plutôt des Hauts-de-France. Quand j'ai commencé à jouer au basket, j'étais la seule noire de mon village et évidemment la seule noire de mon club. Donc c'était... je ne l'ai pas vu comme quelque chose de difficile. Je suis une enfant d'immigrés, donc plutôt deuxième génération, puisque mon papa est né au Sénégal. Et c'est vrai que pour mes parents, l'idée même de faire du sport n'était vraiment pas une priorité.
fallait que je joue pour m'amuser simplement. Ils avaient de grandes ambitions pour moi en étant l'aîné d'une famille nombreuse, donc, et autre que le sport en tout cas. Donc j'avais à pas faire de vagues, à rester polie, droite et faire en sorte que si on parle de moi, c'est simplement bien. Et c'est des choses que j'ai respectées. Ça a permis à mes parents peut-être de s'intégrer un peu plus au niveau local, dans notre ville, dans notre club, parce qu'ils venaient me chercher, parce que du coup ils ont rencontré d'autres gens, ils sont sortis aussi un petit peu de leur communauté et de notre communauté à nous. Et ça a permis, je pense, socialement d'être un vrai vecteur interculturel, un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça a été quelque chose de très positif pour mes parents. Alors après, dans ma ville et dans mon club, j'étais plutôt une bonne basketteuse, donc j'ai eu, moi, beaucoup de reconnaissance, mais mes parents aussi, de par l'éducation qu'ils donnaient à leurs filles et aussi ce que je dégageais sur le terrain. Parce que je crois qu'on est élevé un petit peu différemment aussi quand on est enfant d'immigrés. Et donc, c'est des valeurs que moi j'ai réussi à montrer très vite dans le sport. Ça s'est concrétisé et on arrive, donc je suis un peu âgée maintenant, mais on va arriver vers mes 18 ans, mes 18 ans. Donc j'ai joué en équipe de France jeune jusque-là. Et arrive le moment où se pose un peu la question de choisir un petit peu entre l'équipe de France ou l'équipe du Sénégal. Et pour moi, la question, elle se pose, et légitimement, déjà parce que j'ai envie de jouer en équipe nationale et que le Sénégal s'inscrivait plutôt assez bien dans les compétitions internationales, c'est-à-dire était figurant au JO, était présent, et que l'équipe de France est très forte, donc je ne savais pas si j'avais vraiment ma place. Et pour mes parents, c'était pas du tout une question. Il était évident pour eux que la France m'avait donné ça, m'avait construit jusque-là, et que si je pouvais représenter la France, ça aurait été une vraie fierté pour eux. Donc c'est aussi comme ça, et pour moi c'est aussi ça la construction d'un parcours d'immigré, c'est que j'ai réussi un petit peu en incarnant les valeurs de mes parents, les valeurs de mon pays. Tout à l'heure on disait, est-ce que on doit cacher le fait d'être étranger ou plutôt, enfin d'être immigré, ou plutôt le revendiquer. C'était vraiment les deux. S'inscrire vraiment dans les deux cultures et être Joanne Gomis, la sénégalaise française. Et j'ai eu dans mon parcours tous ces épisodes qui font que dans le Nord, un petit peu, c'était le début, parce qu'on parle des années 80-90, d'arriver dans le Nord et de se dire, et d'avoir des supporters qui viennent au match et qui vont me dire que t'es noir, mais pourtant toi on t'aime bien, c'est évidemment arrivé. Et l'éducation a fait aussi que c'était important pour moi d'éduquer les gens. Et je pense que mon parcours les a éduqués, ma personne les a aussi éduqués, avec toute modestie, mais ça faisait partie du parcours justement d'une athlète en arrivant au bout d'un parcours après 20 ans de haut niveau, donc 20 ans au plus haut niveau dans ma région, en grande partie on va dire. J'ai réussi, je pense, à porter haut les couleurs de mon pays et de mes deux pays. Voilà. Peut-être sur ça, j'ai pas vraiment aujourd'hui d'archives, mais je comprends bien que c'est cette histoire-là aujourd'hui qui remplira peut-être les archives. En arrivant aujourd'hui, en faisant partie du FCL, qui est une grande famille, puisqu'on en parle beaucoup depuis tout à l'heure sans parler du FC Lyon Basket, mais je suis dirigeante aujourd'hui d'un club qui est issu de la minorité avec tous ses adhérents et d'une grande mixité. Et je trouve que c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que voilà, il y a les archives, il y a l'histoire qu'on écrit, l'histoire qu'on raconte, et aujourd'hui l'histoire qu'on crée en étant dirigeant. Et au travers de tous ces tableaux-là, au travers de toutes ces tables rondes, je pense qu'on fait des choses assez grandes et on éduque encore une fois la société. Voilà, merci.